Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire organisé par l'URPS Kiné de France. Je suis Mathilde Mousset, je suis chargée de mission mobilisation territoriale et j'anime donc ce temps avec Flore Duclos qui est kiné et chargée de mission en santé publique. Donc, ce webinaire destiné aux kinés vise à revoir en fait les éléments pratico-pratiques tels que les bases de la réadaptation respiratoire, les signaux. Oui, pour dépister les phases d'exacerbation. Et on va aussi voir les cotations et les éléments clés d'une bonne ordonnance pour les substituts nicotiniques. Donc, on va démarrer par une introduction en vous présentant les différentes actions de l'URPS Kiné de France et nous laisserons ensuite la parole à Jean-Charles Laporte, qui est kinésithérapeute, et Nicolas Bonnet, qui est docteur en pharmacie et président du réseau des addictions. Et donc simplement en introduction, on voulait rapidement vous dire que pour ceux qui ne connaissent pas l'URPS a pour mission de représenter et d'accompagner les kinésithérapeutes libéraux. Donc nous, on est l'URPS kiné de l'Île-de-France, mais aussi dans nos actions, il y a le fait de valoriser les actions que vous pouvez porter en santé publique. Et donc c'est dans ce cadre qu'on organise notamment chaque mois, chaque premier mardi du mois, des webinaires en lien avec les CPTS pour permettre aux kinés d'échanger sur des projets concrets ou des idées de projets qu'ils peuvent avoir envie de mettre en place en lien avec la CPTS de leur territoire. Donc le dernier webinaire était il y a 15 jours et il portait justement sur des projets BPCO avec des kinés qui nous ont présenté des actions en lien avec les CPTS, notamment de Grande Couronne. On avait deux kinés de deux CPTS différentes de Grande Couronne. On avait aussi le plaisir d'accueillir le réseau Récupère qui est venu présenter ses actions. Si ça vous intéresse, le replay de ce webinaire est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le trouver en tapant URPS Kiné Île-de-France directement sur la barre YouTube ou bien en allant voir les QR codes qui sont sur le PowerPoint. Et sinon, on vous l'enverra directement par mail après le webinaire. Et par ailleurs, on travaille aussi sur un atlas des projets CPTS, donc porté par des kinés. En fait, ce sera un guide qui recensera toutes les initiatives existantes, les contacts des coordinateurs et des kinés référents et leurs actions pour permettre en fait de répliquer facilement un projet sur son territoire et notamment donc des projets BPCO. Et donc, on vous invite à nous contacter, donc si vous êtes d'accord, pour voilà, partager vos projets, évidemment, quelle que soit la thématique. Et on a aussi lancé un groupe WhatsApp entre kinés engagés en CPTS pour voilà, toujours poser des questions, partager vos projets et voilà, n'hésitez surtout pas à rejoindre ce groupe WhatsApp. Et pour avoir une idée de ce que fait l'URPS sur d'autres sujets, on vous invite à consulter notre site web qui est disponible directement via le QR code ou en tapant urps-kiné-idf.com ou bien notre page LinkedIn où vous pouvez vous abonner à nos newsletters, bien sûr. Et simplement pour vous dire, on a prévu un flyer un peu récapitulatif de tout ce qui va être dit aujourd'hui. Donc ça, on vous l'enverra par mail par la suite à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire. Là, c'est petit, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblera. On vous le transmettra à la fin du webinaire. Donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes très précises. On vous envoie le récap. Et pour introduire le sujet, donc la BPCO, donc je vais y arriver, bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est donc une maladie respiratoire chronique qui est due dans la grande majorité des cas au tabac, mais pas que. Il y a aussi une notion d'exposition professionnelle. La prévalence n'est pas évidente. On n'arrive pas à trouver des chiffres très précis parce que c'est pas facile à évaluer. C'est à peu près 5 à 10% des plus de 45 ans. C'est pas facile à évaluer parce qu'il y a une notion notamment de spirométrie qui n'est pas forcément hyper répandue parmi les médecins généralistes et puis que les symptômes sont pas forcément, peuvent passer, on peut passer à côté parce que l'essoufflement n'est pas forcément considéré comme quelque chose de très gênant au quotidien et que ça arrive très progressivement comme pathologie. Et donc, ça peut notamment mener à un sous-diagnostic assez important. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près une personne sur deux qui a un stade 1,
Ensuite, c'est un peu plus d'un tiers qui est un stade 2. Stade 2, on considère que c'est quand même une atteinte modérée, donc il commence vraiment à y avoir un impact, un handicap dans la vie quotidienne. Et puis, les stades sévères à très sévères, stade 3 et 4, c'est 10 à 15% des personnes atteintes. Et donc, le retentissement pour les patients, donc la dyspnée, qui est vraiment le symptôme phare, mais aussi les exacerbations. Donc, les périodes d'aggravation aiguë qui peuvent mener à des hospitalisations. Et notamment, un chiffre qu'on a trouvé intéressant, c'est que sur les 100 000 hospitalisations en France, hospitalisations annuelles, il y a un peu plus de 40% qui ont été réhospitalisés dans les 6 mois. Donc, il y a vraiment un enjeu sur ces questions d'hospitalisation et de réhospitalisation. Et donc, le retentissement pour la société, les chiffres qui ont pu être observés, c'est que c'est en 2030, si on pousse la ligne du temps jusqu'en 2030, ce serait au quatrième rang des causes de mortalité. Et le coût pour les soins, c'est estimé à peu près par patient de l'ordre de 4 000 euros le coût par patient par an pour la sécurité sociale. Donc il y a quand même un retentissement collectif important, en plus du retentissement individuel de la pathologie. Je vais laisser la parole à Jean-Charles qui va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la réadaptation respiratoire et le rôle des kinés dans cette réadaptation respiratoire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ben, bonjour à tous, merci déjà pour cette introduction. Je vais rentrer dans le vif du sujet de la réadaptation respiratoire, mais juste pour rebondir sur la petite introduction, déjà, oui, ce qu'il faut retenir, c'est que la BPCO, donc c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. Quand elle est sous-diagnostiquée, elle est sous-prescrite et au niveau des traitements, et le traitement donc, qui nous concerne aujourd'hui en kinésithérapie, la réadaptation respiratoire, il est sous-réalisé. Donc c'est vraiment important que on dépiste le plus pour qu'à la fin, il y ait le plus de possible de patients qui soient pris en charge. Surtout que, comme on l'a vu, comme n'importe quelle maladie, il y a un coût et on sait que les gens, plus ils sont, mieux ils sont traités, moins ça coûte cher. Donc mieux ils sont pour eux et mieux c'est pour la société parce que il y a un rendement à ce niveau-là. Donc c'est vraiment important. Alors déjà un petit, donc la réadaptation respiratoire. L'objectif, hein, donc c'est un des traitements de la BPCO qui s'associe aussi au traitement médicamenteux, entre autres, et son objectif principal, c'est de maintenir dans la durée un niveau d'activité physique quotidienne qui sera un niveau jugé nécessaire à la santé physique et psychique du patient, de façon à diminuer les conséquences systémiques de la maladie et les coûts de santé. Donc ça fait écho à ce que je venais de dire juste avant. Et on voit bien que c'est bien dépendant de chaque patient, puisque le niveau jugé nécessaire, il est propre à chacun. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on avait assisté il y a 15 jours, là, quand on avait parlé du réseau Récupère. Mais c'est vrai que l'idéal pour une réadaptation respiratoire, c'est que ce soit une prise en charge qui soit globale, multidisciplinaire et individualisée. Voilà. Et donc ça, c'est variable en fonction de la sévérité de la maladie, des besoins et des souhaits du patient. Il faut évidemment que le patient il soit acteur de son programme et il est au cœur de la réadaptation respiratoire. Et il en a pas envie ou qu'il y a des problèmes de motivation, ce sera un frein à la réalisation de la réadaptation respiratoire. Et puis, évidemment, ça dépend de l'environnement familial, social, médical. Et l'idéal est, il faut que tout soit coordonné. C'est pour ça que, comme l'a dit le docteur Belloc, pneumologue, il y a 15 jours du réseau Récupère, c'est pas une réadaptation respiratoire, c'est pas comme un simple traitement avec une prescription, mais c'est bien quelque chose qui se doit d'être coordonné, multidisciplinaire, bien spécifique à chaque patient, avec une prise en charge globale. Alors, ce qui est intéressant pour nous en kiné, c'est que c'est un traitement qui a une efficacité thérapeutique prouvée avec, pour certaines choses, un niveau de preuve A. Donc, on n'en a pas tant que ça en kinésithérapie. Il y a quelques références biblio à droite. Il y en a plein d'autres si on veut. Ça a été multi démontré. Et donc, la réadaptation respiratoire, ça diminue la dyspnée. Donc, tout à l'heure, on a vu en introduction que c'était la plainte principale des patients, mais ça diminue la dyspnée. Il y a une amélioration de la tolérance à l'exercice, une amélioration de la qualité de vie, une diminution de fréquence d'exacerbation et une diminution du coût de santé, ce qui est lié d'ailleurs, puisque si les gens sont moins malades, moins longtemps malades et moins sévèrement malades, évidemment, ça coûte moins cher. On peut passer à la slide suivante. C'est bon. La slide suivante est passée, Jean-Charles.
Voilà. Comme on a vu dans la slide précédente, en fait, une prise en charge en réadaptation respiratoire, c'est global. Et ce qui veut dire qu'il va y avoir plusieurs intervenants qui vont rentrer dedans. Donc, tous les patients ne sont pas forcément encore fumeurs, mais s'ils le sont, ben, le sevrage tabagique, c'est particulièrement important. Et on va voir ça juste après avec notre autre intervenant pour voir comment en pratique, nous, en tant que kiné, on peut aider ça. Il y a la kinésithérapie respiratoire, le réentraînement à l'exercice. Donc ça, c'est plutôt pour le côté kiné. Et puis, il y a aussi une prise en charge nutritionnelle adaptée. Donc, c'est des patients qui peuvent être suivis par un nutritionniste ou un diététicien. Et puis, une prise en charge psychosociale. Voilà. Et ce qui est clé dans tout ça et qui est peut-être pas le plus, on va dire, maîtrisé par les kinés, ou tout au moins le plus utilisé par les kinés, c'est toutes les notions d'éducation thérapeutique, puisque le but, c'est d'arriver à un changement de comportement du patient, hein, que le patient, on a dit, il fallait qu'il soit acteur de son soin, et puis surtout qu'après la réadaptation, il maintienne les acquis en continuant à faire de l'activité. Donc ça passe vraiment par un temps important d'éducation thérapeutique. Voilà, on peut changer de slide. Alors, cette diapo, enfin, c'est peut-être pas la première fois que vous la voyez. Elle est reprise dans pas mal d'articles sur Internet. En fait, dès qu'on va parler de la BPCO et de son traitement avec la réadaptation respiratoire, on a un petit peu tout qui est résumé dessus. Donc, vous voyez, c'est une slide un peu ancienne, puisque en bas à droite, là, vous voyez réhabilitation. Or, maintenant, le terme reconnu et utilisé, c'est réadaptation respiratoire. Donc, on pourrait parler très longtemps sur cette image, parce que le temps que je n'ai pas ce midi, mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que ça commence par la dyspnée, hein. On a dit que c'était le facteur principal ressenti par le patient. Et en fait, cette dyspnée, tout à l'heure, on a dit c'est un petit peu, enfin, ça peut être considéré comme normal ou voilà. Et en fait, le patient, il va mettre des stratégies en place, soit de compensation, soit d'évitement. Puisqu'il a du mal à respirer, il y a des choses qu'il va pas faire ou il va les faire autrement. Il faisait les courses à pied, c'est fatigant, donc il va les faire en voiture. Et puis finalement, il adapte son quotidien à cette dyspnée. Mais tôt ou tard, ça aboutit à une sédentarité avec les mécanismes de compensation ou d'évitement. Évidemment, si on est plus sédentaire, on se déconditionne au niveau musculaire. Et donc, plus on est sédentaire, plus on se déconditionne. Si on rajoute un facteur de stress ou tout au moins de renoncement un petit peu, ben, on a une dyspnée qui va continuer à augmenter. Et c'est là qu'on a une spirale infernale, puisque à partir du moment où on s'essouffle de plus en plus, on est moins capable de faire des choses. Et là, on arrive au stade de la maladie handicap, et puis avec un retentissement aussi sur le moral, au niveau psychique, quoi. Voilà. Et à l'inverse, nous, la réadaptation, eh ben, avec les différentes possibilités, que ce soit nutritionnelles, psychologiques ou physiques avec le entraînement, en fait, on va pouvoir permettre au patient de refaire de l'activité, donc lui améliorer ses capacités. S'il a plus de capacités, il peut refaire plus de choses. Et c'est là où la spirale s'inverse et on a tout en haut le souffle qui revient avec une dyspnée améliorée. On peut changer. Voilà, donc ça, je l'ai remis pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, si vous avez un patient en séance en réadaptation respiratoire, euh, il y a un versant kinésithérapie respiratoire. Alors, parfois, c'est un frein pour les kinés à prendre des patients en réadaptation parce qu'ils se disent, bah, je fais pas beaucoup de kiné respi, le désencombrement, je maîtrise pas trop. En réalité, c'est pas le pilier le plus important parce que souvent, les patients, bah, ils sont assez autonomes sur le drainage. Par rapport à l'encombrement. En revanche, il y a tout le pilier ventilatoire qui va être important. Donc, dans tous les cas, encombré ou pas, c'est important d'avoir la kinésithérapie respiratoire. Après, donc, il y a un renforcement des muscles du tronc et des quatre membres, puisqu'on a bien vu que c'était une maladie, certes, qui touchait le poumon, mais qui avait un retentissement systémique. Et donc, c'est important d'aller renforcer les muscles et aussi parce que si on a plus de muscles, ben, c'est plus facile d'aller faire de l'activité. Et là aussi, on est dans le cercle vertueux.
Un des piliers donc de la réadaptation, c'est des exercices d'endurance, alors qui peuvent être faits sur tapis de marche, qui peuvent être faits sur le vélo, enfin sur cyclo-ergomètre. Et puis, je l'ai aussi déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important, c'est l'éducation thérapeutique du patient. On inclut le patient dans son changement et on s'adapte à chaque fois à ce qu'il a besoin. Peut changer aussi, merci. Alors, tout à l'heure, j'ai dit aussi que malheureusement, la BPCO était une maladie qui était sous-diagnostiquée. Et en fait, il y a la Haute Autorité de Santé qui a fait un auto-questionnaire de dépistage de BPCO, mais que vous pouvez reprendre vous, en fait, simplement avec vos patients et pas forcément les patients qui viennent pour un problème respiratoire, mais avec l'ensemble de vos patients, puisqu'en fait, ça se résume simplement à 5 questions et vous pouvez voir en bas que s'il y a 2 réponses oui, c'est déjà un signe d'alarme. Donc les questions, c'est est-ce que vous toussez souvent? Donc souvent, c'est tous les jours. Avez-vous une toux grasse ou qui ramène des crachats? Êtes-vous plus facilement essoufflé que les personnes de votre âge? Avez-vous plus de 40 ans et avez-vous fumé? Voilà. Et donc, vous voyez que quelqu'un qui a plus de 40 ans et qui a fumé ou qui est encore fumeur, eh ben, c'est déjà en fait quelqu'un qui a des signes d'alarme pour faire enfin, pour être diagnostiqué d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le diagnostic ensuite, il sera confirmé par une spirométrie qui sera faite enfin, par le médecin ou par le pneumologue, ou, voilà, mais pour, de façon à confirmer le diagnostic. Alors là, j'ai aussi remis un petit point cotation parce que ça suscite souvent aussi des questions chez les kinés. Donc là, c'est un extrait hein, de la nomenclature. Et donc, vous voyez que la cotation pour la réadaptation respiratoire pour les patients qui sont en ALD BPCO, c'est un ARL 28. Donc, c'était un AMK 28 et c'est un ARL 28. ARL 28, si il est fait en individuel, hein, vous voyez, réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique et prise en charge individuelle. On va le voir juste sur la slide après. Si ce n'est pas individuel, ce sera un ARL 20. Et donc, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, une kinésithérapie respiratoire, un réentraînement à l'exercice sur machine, un renforcement musculaire et une éducation à la santé. Bon, c'est un terme un peu plus large que éducation thérapeutique du patient. Et donc, c'est des séances qui sont de l'ordre de 1h30 et qui peuvent être facturées donc, par séquence de 20 séances. Et attention là, par contre, à être précis pour les patients pour lesquels vous utilisez ces cotations, parce au risque de rejet, c'est que c'est possible uniquement pour les patients qui sont en ALD BPCO, d'accord? Donc ça, il faut faire attention parce que parfois, les patients peuvent être en ALD pour d'autres maladies respiratoires, mais pas pour la BPCO, ou être en BPCO, mais ne pas être en ALD, auquel cas vous ne pouvez pas utiliser ces cotations, et si vous le faites, vous exposez à des indus et des erreurs de cotation, quoi. Voilà. Donc j'ai remis aussi, on va voir juste slide d'après, qu'est-ce que c'est, enfin quels sont les critères pour un BPCO en ALD. Donc là, vous voyez, ça c'est le guide ALD. Donc c'est une ALD 14, hein, insuffisance respiratoire chronique grave de l'adulte secondaire à une BPCO. Et puis voilà, vous avez les critères. Donc on considère que le patient il est en ALD si il a au niveau des gaz du sang une PaO2 qui est inférieure à 60 et le VEMS qui est inférieur à 50 par rapport à la théorique. Voilà. Donc, c'est pas nous qui décidons ça, hein, c'est pour les médecins, mais c'était juste pour que vous vous rendiez compte que quel type de patient pouvait être concerné par cette prise en charge. Alors, les patients qui n'ont pas ces critères-là, ils ne sont pas en ALD-PPCO et c'est dommage parce qu'ils pourraient bénéficier aussi d'une réadaptation respiratoire. C'était le but de l'intervention il y a 15 jours avec Dr Belloc qui expliquait que justement dans le réseau Récupère, il peut y avoir des réadaptations respiratoires proposées aussi, qui sont pas que pour les patients ALD BPCO. Voilà. La dernière slide qui arrive, c'est les 4 stades, les 4 slides de la BPCO, les 4 stades, pardon, de la BPCO. Excusez-moi juste parce que j'ai la fenêtre qui s'est ouverte dessus. Et donc, vous voyez les stades de 3 et 4, hein, c'est ceux pour lesquels il y a l'ALD, puisqu'il faut que le VMS soit inférieur à 50 comparativement à ce qu'on vient de voir.
Et donc, pourquoi j'ai remis ça? Pour voir que finalement, les BPCO qui sont au stade 1-2, qui pourraient bénéficier de la réadaptation, dans une majorité des cas, ils y échappent aussi, alors que c'est recommandé et que ça leur ils pourraient en tirer un bénéfice aussi. Je pense que c'est fini pour moi. Merci Jean-Charles. On invite tous ceux qui nous écoutent à poser leurs questions soit sur le chat, soit en prenant la parole. Moi, j'ai déjà une question pour toi, Jean-Charles, par rapport à ce que tu viens de dire sur la question du VEMS et l'ALD. Ça veut dire qu'en fait, c'est que les stades 3 et 4 qui peuvent faire de la réadaptation respiratoire en cabinet de ville et être remboursés par la Sécu, si je comprends C'est bien. ça. Le Voilà. stade petit. Hormis la structure qui a été présentée en Île-de-France Récupère, qui permet d'ouvrir, on va dire, la réadaptation. Mais sinon, oui, dans l'état actuel des textes, si on reçoit un patient, par exemple, qui est prescrit pour une réadaptation et en ALD, on peut pas, mais pas BPCO, on peut pas utiliser la RL28 ou la RL20. Et donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser les cotations classiques, mais dans ce cas-là, ça va être compliqué de faire des séances d'1 heure et demie, quoi. Voilà. Et En tout cas, donc, elles ne seront pas valorisées comme les ALD BPCO, quoi. Voilà. on a lancé un petit sondage. Si vous regardez vos écrans, vous avez une petite question pour savoir qui parmi vous fait déjà de la réadaptation respiratoire. Donc, vous êtes à peu près la moitié à avoir répondu et c'est 50-50. Non, on a 7 personnes qui ont répondu, 4 qui en font et 3 qui n'en font pas de réadaptation respiratoire. Pour ceux qui en font, vous étiez déjà au courant de cette question de cotation. Vous pouvez prendre la parole ou simplement répondre sur le chat. Ouais, vous étiez au courant déjà. Merci Julien pour la réponse. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Charles? Jean-Charles, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la réadaptation respi? Ma première expérience professionnelle, je travaillais en réanimation à l'hôpital Bichat et donc, enfin, j'avais bien compris d'emblée la nécessité de travailler sur le côté enfin, on disait réhabilitation, enfin réadaptation du patient, parce que quand bien même le patient il a passé l'épisode aigu qui l'a amené en réanimation, pour retrouver son niveau antérieur, il y a du travail, quoi. Et donc ça, c'était, on va dire, ce qui m'avait particulièrement sensibilisé. Après, c'est parce que j'ai découvert le réseau Récupère, où je me suis particulièrement investi dedans, quoi. Voilà. Ok. Donc avec le réseau récupère aussi. Mm. Et du coup, de manière générale, tu fais de la kiné respi BPCO ou aussi bronchiolite, aussi mucoviscidose? Oui, ouais, je vois aussi des enfants en kiné respiratoire. Bon, comme tout le monde, j'en vois moins qu'à une période, hein, parce que c'est quand même beaucoup moins prescrit. Mais je vois des enfants et j'ai aussi des patients avec la mucoviscidose. Alors aussi avec le CAF trio, moins que ce qu'il y a pu avoir, mais ça n'empêche que ça reste des prises en charge qui peuvent être faites aussi, quoi. Voilà. Donc oui, je vois des enfants et des adultes en kinésithérapie respiratoire. Mais je ne fais pas que ça au cabinet, mais voilà, j'en vois. Même question pour ceux qui ont dit qu'ils faisaient déjà de la kiné respiratoire. Est-ce que vous faites plutôt que sur adultes ou sur enfants? Je lance le sondage tout de suite. C'est bon pour ceux qui... En tout cas, pour rebondir sur le sondage, en attendant celui-là, là, pour les kinés qui n'en font pas, je ne connais pas les freins là où pourquoi les kinés n'en font pas encore, mais en fait, ça ne demande pas un matériel extraordinaire, hein. À partir du moment où vous avez quelque chose pour faire de l'entraînement en endurance, donc un tapis ou un vélo, enfin un cyclo-ergomètre, c'est bien. Et après, parfois aussi, un des freins identifiés, enfin, ce qui limite un peu les confrères, c'est de se dire, et les consoeurs, c'est de se dire, bah, je maîtrise pas trop la kiné respiratoire, les encombrements, etc.
Mais bon, en fait, c'est des prises en charge qui peuvent se faire avec, si on inclut bien le patient, si on fait le réentraînement à l'effort, si on fait le renforcement musculaire, qu'on travaille le souffle, bah, voilà, il faut pas avoir, trop peur de se lancer parce que voilà et puis, comme je l'ai dit, c'est démontré, mais indépendamment des preuves, on va dire, dans la littérature, les patients sont vraiment très, très satisfaits et très, très améliorés, quoi, voilà. Donc c'est vrai que tout à l'heure, tu me demandais ce qui m'a, amené à faire du rentraînement, enfin de la réadaptation et bon, voilà, ça c'est ce qui m'y a amené, mais ce qui m'a vraiment incité à continuer, bah, c'était les retours des patients qui étaient bons et où on voit vraiment les résultats, avec les patients, quoi. Donc ça, c'est assez encourageant pour eux et du coup pour nous, quoi. Il y a Dominique sur le chat qui demande si tu conseilles une formation complémentaire avant de se lancer. Je dirais que comme pour n'importe quel domaine de la kinésithérapie, oui, je pense que c'est pas mal de faire une formation complémentaire. Après, ça dépend aussi, le volume qu'on a envie de faire. Mais en tout cas, je pense qu'il faut pas si vous avez un de vos patients, par exemple, que vous connaissez, vous l'avez pris en charge pour autre chose et qui doit faire une réadaptation, je pense que ça vaut le coup d'essayer parce que en fait, avec je dirais les bases et les usages classiques de la kinésithérapie, on peut déjà faire beaucoup de travail avec nos patients de réadaptation. Après, je dirais que c'est comme dans n'importe quel domaine de la kinésithérapie. Si on veut être un petit peu plus précis, un petit peu plus formé, un petit peu plus adapté à certains patients, notamment les patients pas classiques, ou enfin qui sortent un peu de la moyenne des autres, etc. Je pense que c'est très bien d'améliorer ses connaissances sur ce sujet précis, quoi. Oui. La semaine dernière, enfin il y a 15 jours, il y avait la présentation du réseau Récupère. Je vois la question dans le chat, là, quelle formation pendant que je parle. Le réseau Récupère, hein, donc, qui est un réseau francilien pour la réadaptation respiratoire, propose une formation, sachant que c'est associatif, hein, c'est pas une société à but lucratif, donc la formation est peu chère et puis vous permet ensuite de prendre en charge des patients dans le cadre du réseau et aussi de prendre d'autres, patients bien sûr et elle dure 2 jours et c'est déjà une bonne, au-delà de présenter le fonctionnement du réseau, ça fait déjà une bonne mise au point, sur la BPCO, sur les autres pathologies respiratoires et sur, la prise en charge kinésithérapique, de ces patients, voilà. Mais après il y a d'autres organismes de formation aussi, qui délivrent des formations, sur, la BPCO ou sur la réadaptation respiratoire. Merci Jean-Charles. On va passer à la présentation de Nicolas sur la partie sevrage tabagique. Ça marche très bien, je me connecte. Enfin, je partage mon écran. Alors, normalement, là c'est bon pour le partage d'écran. Tout fonctionne? Ça marche bien? Vous le voyez en grand, mon diaporama? On voit en grand, oui. Ok, super. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, vous parlez sevrage tabagique de façon assez courte, succincte en tout cas, et sur une thématique bien précise que je vais vous exposer, qui est celle pour moi du repérage précoce, intervention brève en tabacologie. Donc, je suis Nicolas Bonnet, voilà, je suis pharmacien de santé publique, comme vous l'aviez dit. Spécialisé en addictologie, je suis directeur d'un réseau qui s'appelle le RESPAD, réseau de prévention des addictions, qui coordonne pas mal de programmes au niveau national et d'autres aussi internationaux, des programmes internationaux, notamment sur la promotion de la santé. Et par ailleurs, dans mes fonctions également, je suis responsable d'une consultation d'addictologie pour adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je vais faire un focus rapide, évidemment, tout de suite sur notre sujet qui nous intéresse, voilà, le tabac. Et en fait, c'est un peu, tout à l'heure, vous me disiez, vous parliez de repérage déjà auparavant, Monsieur Laporte, évidemment. Enfin, on est en plein dedans, puisque éliminer les facteurs de risque, en tout cas promouvoir des comportements vertueux pour la santé, c'est notre priorité dans ce repérage précoce, intervention brève en tabacologie.
en se basant notamment sur un rationnel que vous connaissez tous. Nous, je vous rappelle juste que le tabagisme en France, ça concerne 11 millions de consommateurs quotidiens, 23% de la population. C'est en diminution depuis 20 ans. C'est une très belle et grande nouvelle. Néanmoins, c'est encore beaucoup, sachant qu'en plus, les personnes qui sont tabacodépendantes, et vous le savez, sont davantage consommatrices de soins. Vous nous l'avez rappelé à l'instant, mais c'est vrai dans toutes les situations médicales ou de santé, hein, les gens tabacodépendants, et on pourrait dire pareil pour les gens alcoolodépendants d'ailleurs, sont consommatrices de soins avec un coût évidemment en termes de mortalité extrêmement élevé, 75 000 décès prématurés pour le tabac, 7% de la mortalité prématurée en France et 13% pardon, de la mortalité totale en France. Donc c'est énorme, énorme, énorme et c'est un coût social gigantesque. Voilà, 555,7 milliards d'euros par an pour le tabac. Ça ne rapporte que 15 milliards, hein, on se souvient, pour l'État. Donc c'est un coût social gigantesque. Ça rapporte très peu de choses. Ça, c'est notre rationnel. Je vais être très vite dessus, mais c'est juste pour dire que notre action, elle est légitime. On a effectivement de quoi agir et c'est extrêmement important de se le rappeler parce que notre objectif, c'est bien ça, c'est de former des professionnels de façon suffisamment nombreux, désireux, désireuses également d'intervenir, légitimes dans leur action, valorisés par financièrement, mais valorisés aussi par les preuves, soutenus par leur tutelle, par leur coordination, par leur métier, leur mandat. Évaluer, c'est l'évaluation, c'est un élément extrêmement important. Je vous en dirai un petit mot. Pérenne, également pérennisé, parce que ces actions de prévention, elles doivent s'inscrire dans le temps. Si c'est uniquement une seule fois, ben, on sait que c'est pas efficace. Suffisamment reconnu aussi, et puis suffisamment, évidemment, formé. Et la formation, c'est très important. Je vous en redirai un mot dessus tout à l'heure, notamment à travers un module de formation qu'on peut vous proposer. Pour y arriver, du coup, à ce nombre de professionnels, et cetera, suffisamment formés, légitimes, désireux, et cetera, évalués, et ben, c'est ça, c'est permettre pour nous, en tout cas, l'acquisition, pour le plus grand nombre d'entre vous, non pas de savoir, les savoirs, vous les avez, ils sont accessibles un peu partout et c'est extrêmement simple d'avoir des savoirs en tabacologie, mais d'un savoir-faire bien spécifique, du coup, qui permettent, du coup, de pouvoir agir efficacement, donc un savoir-faire qui soit adapté, soit efficient, un coût efficace. Mobilisable facilement à tout instant pour, toutes et tous, toutes les personnes, tous les bénéficiaires que vous rencontrez. L'idée étant de pouvoir, voilà, très rapidement pouvoir mettre en action, ce savoir-faire-là. Il est 100 solution, quel que soit en fait, l'issue même de l'intervention, que les gens souhaitent ou pas arrêter de fumer, veuillent ou pas un substitut nicotinique et cetera. C'est 100 solution et c'est 100 efficace, tout ça en conformité avec les recommandations, nationales et internationales. Pour y arriver, vous avez des outils, qui sont adaptés, hein. On va se rapprocher de la prescription. Je sais pas c'est ce que vous m'avez demandé, je l'ai pas oublié. La prescription du coup, pour mesurer notamment, en tout cas, pour prescrire, il faut d'abord savoir mesurer la dépendance. Pour mesurer la dépendance, il y a 2 outils, particuliers. Ils sont rapides, hein. Ils sont rapides et puis surtout quand on n'est pas tabacologue, hein. Encore une fois, hein, c'est je pense que l'objet de beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas tabacologue et notre sujet, nous, c'est de vraiment démocratiser la prévention et la prise en charge du tabagisme. 2 outils d'évaluation. Le premier, c'est le test de Fagerström que probablement vous connaissez. Il va rapidement de pouvoir évaluer plus ou moins, alors peut-être pas une dépendance, mais au moins en tout cas, 2 questions intéressantes. La première, elle permet d'évaluer, rapidement les besoins en nicotine de la personne avec le nombre de cigarettes fumées. On se le redira dans un instant, mais vous savez, le ratio, c'est se dire une cigarette fumée par jour, c'est au moins 1 milligramme de nicotine, un substitut nicotinique par patch. Et puis la deuxième question, le délai entre la première cigarette et le lever, ça c'est plutôt un pronostic corrélé en fait à la difficulté de l'arrêt. Plus ça sera court ce délai-là, plus l'arrêt sera difficile et donc plus il faudra avoir de substituts nicotiniques. C'est intéressant, mais c'est pas top. Je vous le cite très rapidement. Vous voyez, moi, ma cigarette, je peux dire que je la prends par exemple plus d'une heure après m'être levé parce que à la maison je fume pas et du temps que je fasse toutes mes activités du matin avant d'arriver au travail, il s'est passé plus d'une heure et je fume. Allez, grosso modo, je fume, douzaine de cigarettes par jour et ben si c'est mes 2 réponses, si ça me fait 0 ou 1 au score de Fagerström, donc je suis pas ou peu dépendant et si je suis pas ou peu dépendant, finalement, ça me donne quasiment aucune motivation pour passer à l'arrêt de ma consommation de tabac. Donc vous voyez, c'est assez limité, c'est intéressant en hétéro-questionnaire, dans l'échange, mais c'est pas très intéressant dans ce qu'on veut faire. Nous, on propose, voilà, parce que c'est des questionnaires qui sont mis à disposition, qui sont gratuits, c'est celui-ci, c'est test de dépendance à la cigarette, hein. Mais encore une fois, c'est extrêmement important de pouvoir évaluer la dépendance avant de passer à la substitut nicotinique avec, du coup, ce questionnaire-là. Alors, ce questionnaire-là, je m'y arrête un instant parce qu'il est extrêmement intéressant. Il est constitué de 3 étapes. La première partie, c'est on va décrire la consommation, en fait, de tabac.
avec les 4 premières questions qui sont vraiment des questions descriptives. Ensuite, on arrive dans les premières conséquences de la dépendance au tabagisme, avec voilà l'impact que ça a sur sa vie. Et puis la dernière partie du questionnaire, c'est ce qu'on appelle la nocivité de la dépendance, c'est-à-dire vraiment toutes les aspects où finalement il y a vraiment des conséquences déjà avérées de la consommation de tabac. Vous voyez, quel que soit le score que vous obtenez à ce questionnaire-là, en fait, dès que vous êtes fumeur, vous êtes en situation de dépendance. Donc ça, c'est en fait, c'est un reflet extrêmement fort voilà, de ce qui se passe dans la réalité. Et c'est un auto-questionnaire. Et donc, du coup, par le simple fait de le remplir, vous voyez ce qu'on a évalué, nous, et c'est vraiment des données de la science, c'est que 2 tiers des personnes qui le remplissent s'engagent dans une démarche d'arrêt ou de réduction de leur consommation de tabac. Auto-questionnaire qui permet du coup aux gens de s'engager dans une démarche d'arrêt de leur consommation de tabac, ça veut dire qu'en fait, ce questionnaire-là, tac, on le sort de sa consultation. On le met directement en salle d'attente, en fait, on le met directement dans des lieux d'attente ou des lieux de passage, en fait, des lieux où les gens ont accès aux outils. Et ça permet du coup, ben, aux bénéficiaires de le remplir avant de pouvoir, voilà, avant d'avoir les soins. Et donc, en fait, le bénéficiaire, en l'ayant rempli, quand il va vous rencontrer, il aura directement tout de suite envie de vous solliciter pour la démarche d'arrêt ou de la réduction de sa consommation de tabac. C'est comme ça qu'ils sont construits, hein, ces questionnaires. C'est vraiment pour créer une motivation, pour engager les gens vers l'arrêt ou la réduction, sans un temps de l'intervention, vous voyez, du professionnel. Donc, on dégage encore une fois l'interaction, l'évaluation de la dépendance. Ça, c'est le côté du coup bénéficiaire. Pour les professionnels, bah, on a développé des outils aussi qui permettent d'accompagner évidemment cet arrêt, cette réduction de la consommation. Alors, il y a des fiches très simples sur l'intervention brève. Je vous les passe, hein, qui résument un peu tout ce qu'on a dit, et puis je vous le redirai avec aussi du coup voilà, des petits livrets. Tout ça, c'est à disposition. Si vous en avez besoin, on serait ravis de vous les envoyer, hein, de vous en faire part en tout cas, avec aussi un petit manuel un peu plus complet qui s'appelle Premier geste en tabacologie. Si jamais vraiment le sujet vous intéresse et que vous voulez avoir davantage d'informations, c'est pareil, hein, c'est des livrets aujourd'hui qui sont diffusés, celui-ci peut-être, allez, 30 000 exemplaires maintenant en France. Donc, ouais, c'est vraiment un ouvrage extrêmement diffusé de référence. Et puis, en tout cas, ça va, du coup, une fois qu'on aura évalué les dépendances, on va décliner une méthode. On va décliner, en fait, une méthode qui va être très simple dans l'intervention avant de pouvoir passer à la prescription. C'est demander, du coup, enfin, c'est de décliner ça sur ce qu'on appelle AAT, AAT, donc des méthodes qui permettent de pouvoir renforcer l'engagement dans l'arrêt de la consommation, avec à chaque fois, du coup, une action un peu plus conséquente, un peu plus construite, selon que la personne souhaite ou pas, du coup, s'engager ou que le professionnel soit ou pas formé, du coup, à l'arrêt du tabac. Donc A à C, vous voyez, on pose la question du tabac, tac, on conseille l'arrêt et puis on oriente directement. On peut aussi faire ça, vous pouvez aussi faire ça, juste poser la question après le questionnaire. Et puis, si les gens fument, tout de suite, du coup, conseiller l'arrêt et orienter vers un professionnel. Ça marche, on verra des coûts d'efficacité. On pouvait également tout de suite traiter, tout de suite prescrire un substitut nicotinique. On pose, voilà, on évalue, tac, et puis on pose directement le traitement nicotinique. On peut aussi faire instaurer une suivi thématologique, donc faire du range, on verra. Si vous voulez vous engager un petit peu plus loin, il y a cette côté-là, il y a le cas de travail. Et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a l'évaluation de la motivation à l'arrêt que vous pouvez faire à travers le côté ACS qui permet du coup de compléter ces pratiques professionnelles. Tout ça, c'est systématiquement efficient et ça, voilà, je vous le montre, c'est qu'en fait, l'intervention brève, elle vous donne, même s'il dure moins de 3 minutes, elle vous donne une augmentation de l'efficacité des substituts nicotiniques de quasiment 30% à 1 an. Si c'est une intervention brève de 3 à 10 minutes, elle vous augmente l'efficacité de 60% en 1 an. Et si c'est une consultation un petit peu plus approfondie en tabacologie de moins de 10 minutes, enfin d'autres 10 minutes, pardon, elle vous augmente l'efficacité de 120% en 1 an. Comment on fait cette intervention brève? Toujours pareil, hein, avant la prescription, parce que l'intervention brève, elle intervient avant les prescriptions, l'impression que ce sera que la fin. Eh ben, on pose cette question à la personne, on lui demande du coup son avis au support du questionnaire qu'elle vient d'avoir. On lui demande la question dans le questionnaire, quelle est la question qui l'a le plus interrogé. On lui demande quelque chose de très personnalisé, de très motivationnel, en lui disant: «Selon vous, c'est quoi les risques? Quels sont les risques importants de votre consommation?» Après, on lui pose une question qui est centrale dans l'intervention brève. On dit: «Selon vous, ce serait quoi les principaux avantages ou bénéfices à modifier votre consommation?» Ouais, cette question, elle est centrale. C'est une question qui est extrêmement motivationnelle. S'il y avait une seule question ou un seul propos à retenir de mon intervention, ce serait bien cette question-là, hein. Selon vous, c'est quoi les principaux avantages, bénéfices ou risques, à modifier, votre consommation? Et puis derrière, on lui demande qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place et puis derrière, on lui demande, voilà, qu'est-ce qu'elle connaît et moi également comme aide pour le modifier sa consommation. Et puis après, on peut demander aussi ce qu'elle en pense. Cette question, ça va extrêmement vite, hein, pour les poser. Je lui dis, ça va de 3 à 10 minutes. Ça dépend vraiment de votre, voilà, de votre souci de répondre ou pas à ses préoccupations. Et si avec une seule question à retenir, encore une fois, c'est bien celle-ci. Selon vous, quels seraient les principaux avantages ou bénéfices à modifier votre consommation?
Allez, le plus, tac, tac. Le côté prescription, c'est évidemment la fin de tout ça. C'est-à-dire que quand on a demandé à la personne les aides pour y arriver, bah, évidemment, il y a la prescription de substituts nicotiniques. Cette prescription, elle peut se faire de façon extrêmement simple. La prescription de substituts nicotiniques, encore une fois, l'idée, c'est pas de faire en sorte qu'on soit tous tabacologues. Pas bien vous en face si vous le faites, hein, mais voilà, mais 12 millions de fumeurs, 13 millions de fumeurs en France quotidien. Voilà, un millier de tabacologues en France, ça va être compliqué s'il faut attendre que tout le monde soit tabacologue ou en tout cas pas dépassé par les tabacologues. Donc c'est bien ça le sujet, hein, c'est démocratiser la prise en charge des personnes fumeuses. Comment? En prescrivant donc systématiquement les substituts nicotiniques dès qu'on a fait l'intervention brève. Comment? En ayant du coup une équivalence entre la consommation de tabac et le nombre de et voilà et pardon le dosage des patchs. Alors il y a un truc qu'il faut se dire, c'est qu'en fait on est quasiment pardon, j'aime pas trop dire jamais, mais on est hyper rarement sous-dosé, surdosé pardon en nicotine, hein. On est principalement, je vais le redire dans un instant, sous-dosé en nicotine. Il faut y aller quoi. Une cigarette fumée, ça dégage entre 1 et 10 milligrammes de nicotine. Si vous avez travaillé un petit peu en psychiatrie ou si vous connaissez des patients, des bénéficiaires qui sont atteints de symptomatologie mentale, comme par exemple psychotique, vous savez qu'ils fument énormément et qu'ils tirent énormément sur la cigarette, ils en retirent beaucoup, beaucoup de nicotine. Donc il faut y aller. Puis les gens qui fument aussi des cigarettes roulées, ils ont encore plus de nicotine, 4 milligrammes de nicotine au moins par cigarette. Si vous fumez un joint, c'est aussi beaucoup plus de nicotine, par le simple fait que le cannabis, c'est bronchodilatateur, donc on absorbe davantage de nicotine. Tout ça, il faut prendre en considération hein, quand on prescrit substitut nicotinique. Et donc, c'est le dosage du patch, hop, le nombre de nicotine, le pourcentage, le grammage de nicotine. Et puis derrière, l'effort moral, vous voyez dans le tableau, effort, fort moral, c'est à volonté. Et c'est plutôt l'effort moral, on va se le redire, fortement dosé en nicotine, parce que la biodisponibilité des formes morales, elle est assez mauvaise. Et les gens ne savent pas trop les utiliser, les formes morales. Donc, du coup, il faut plutôt mettre beaucoup, beaucoup de formes morales. Les substituts, vous les connaissez, hein, il y en a pas mal, voilà, les patchs, les gommes à mâcher, les comprimés sublinguaux, les comprimés, voilà, ou pastilles à sucer, le spray buccal, et cetera. Il faut en donner plein. Je vais vous partager dans un instant une ordonnance simplifiée de prescription. Et puis l'idée pour nous, en tout cas, nos recommandations, c'est de prescrire beaucoup, laisser les gens choisir. On a tendance à dire qu'il faut sortir là, du tabagisme par le plaisir. Donc, en fait, il faut laisser les gens, du coup, voilà, avoir un plaisir quand ils sortent du tabagisme. Donc, il faut qu'ils aillent goûter en pharmacie, voilà, des comprimés, feuilles des bois, menthe, goût nicotine, voilà, un peu de tout, en fait. Et si vous en avez, du coup, une boîte ou deux ou quelques comprimés, du coup, dans votre cabinet, c'est aussi idéal, hein. On donne un comprimé tout de suite à la personne, elle voit tout de suite l'effet de la nicotine. Et ça contribue à l'efficacité des traitements. À retenir de tout ça, c'est ben, les symptômes de sous-dosage, je vous disais, c'est très fréquent, quoi. C'est vraiment le plus fréquent. C'est la première cause du coup de reprise de consommation. Et c'est ce que souvent les gens me disent après 1 an ou 2 ans. Ah ouais, j'ai déjà pris des patchs, ça n'a pas marché, j'ai déjà pris des substituts, ça marche pas. Parce qu'en fait, ils étaient sous-dosés. Donc il faut très rapidement, dans ce cas-là, restaurer le fumeur et de reproposer du coup de la nicotine en plus. En cela, du coup, n'hésitez pas à prescrire beaucoup de formes orales associées et dire à la personne si elle se sent vraiment nerveuse, irritable, etc., c'est que les sous-dosés en nicotine et c'est qu'il faut rajouter des formes orales avant de venir vous revoir ou de revoir du coup un autre professionnel de santé prescripteur. Le sous-dosage, c'est extrêmement rare, hein, c'est un peu la bouche pâteuse de la grosse tête. C'est ce que tous les fumeurs connaissent, hein. Tous les fumeurs ont déjà eu un surdosage en nicotine en fumant trop de cigarettes un fameux soir ou qui s'est terminé au petit matin. Voilà, c'est ça, ça fait voilà, des nausées. Donc il faut rassurer le fumeur, c'est pareil, mais il n'y a aucun problème. Ça, c'est le modèle de prescription simplifiée de substituts nicotiniques que nous, on vous propose, enfin, que vous propose là dans l'intervention. En tout cas, c'est un modèle qui est pour nous diffusé nationalement et qui a le soutien voilà, des pouvoirs publics, est accepté par l'ordre des pharmaciens. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Ça se flash. Si vous le flashez sur l'écran, vous pouvez le flasher. Vous voulez vous retrouver un diaporama que je vous transmettrai à l'issue de ma présentation. De toute façon, il y a le dedans, l'ensemble des informations nécessaires pour prescrire. Il n'y a aucun nom de marque. Il n'y a que des posologies avec des formats de traitement, enfin des dosages de traitement différents. Et encore une fois, faut pas hésiter à en prescrire beaucoup au début avec différentes formes et laisser les personnes du coup ajuster les dosages. Hein, il y a l'autotitration, c'est extrêmement important, hein. Laisser les personnes du coup ajuster le dosage selon leurs besoins. Donc c'est un modèle extrêmement simple. Euh, Tout ça, ça peut aussi se transmettre dans le cadre de formation, hein. Voilà, nous, ce que je peux vous inviter aussi, c'est à vous former au RPIB, tabacologie en e-learning. Pour nous, c'est une session, c'est gratuit, c'est en ligne, ça dure 3 heures. Et voilà, il y a 3
modules différents. Si ça vous intéresse, envoyez un mail à formation au singulier @respad.org, mais je vous redirai aussi. Voilà, ça a été financé dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac et c'est disponible pour l'ensemble des professionnels de santé prescripteurs de substituts nicotiniques. Les bénéfices sont immédiats, évidemment. Moi, je ne reviens pas sur la BPCO, mais évidemment, enfin, allez, voilà, très rapidement, on a des bénéfices, pression artérielle, mais aussi de carbone, et cetera, ça va très vite. Et puis après, les 3 dates importantes pour nous, c'est 1 an, 5 ans, 15 ans, quoi. Au bout d'1 an, vous réduisez le risque, mortalité cardiovasculaire par moitié. Au bout de 5 ans, il redevient quasiment identique à celui d'un non-fumeur et les risques cancer du poumon diminuent par moitié. Et au bout de 15 ans, grosso modo, voilà, on retrouve, l'espérance de vie d'un non-fumeur. C'est à peu près ça, quoi. 1 an, 5 ans, 15 ans, ça va très vite, c'est extrêmement profitable et il faut toujours encourager les personnes à arrêter de fumer. Deux choses à retenir, hein, aborder la question du tabac, si c'est l'affaire de tous, ça doit être systématique. Jamais trop tard pour arrêter. La substitution nicotinique, c'est le médicament de première intention. C'est le plus co-efficace et il faut toujours privilégier les différentes formes transdermiques et orales. Mais voilà, c'est possible de fumer avec un traitement, c'est pas une situation d'échec, c'est juste un signe de sous-dosage. Dans ce cas, il faut agir assez rapidement. Il n'y a pas de contre-indication. Le vapotage, je vous en dirai un petit mot dans un instant. Juste avant de conclure et puis sur la fumée, ça réduit aussi beaucoup de traitements, enfin voilà, l'efficacité de traitement. Vous savez que ça augmente le temps de cicatrisation, ça voilà, ça il y a plein de conséquences au tabagisme, notamment dans le soin. Donc c'est vraiment extrêmement important, même si les gens sont pas motivés tout de suite pour l'arrêt définitif, hein, la réduction ou l'arrêt provisoire. Le sevrage partiel, c'est extrêmement important et c'est toujours des moments qui nous rapprochent du coup, d'un arrêt définitif. Voilà, avec vous savez, arrêter pendant un mois, c'est multiplié par 5, hein, les chances de succès, d'un arrêt total. C'est Mois sans tabac qui nous le rappelle tous les ans. Et arrêter de fumer, ça améliore la qualité de la vie. Allez, un dernier point, parce que je pense que c'est une question que vous avez tous et toutes, c'est la vape. Qu'est-ce qu'on en pense aussi? Vapoter, c'est évidemment toujours extrêmement bénéfique par rapport au tabagisme. C'est extrêmement beaucoup moins dangereux. Mais c'est pas tout de dire que c'est comme ça. En tout cas, c'est beaucoup moins dangereux que le tabagisme. C'est 95% en moins d'émissions toxiques que le tabagisme. Il n'y a pas de combustion. Donc, il n'y a pas de CO et il n'y a pas de goudron. Donc, il n'y a pas de cancer du poumon et il n'y a pas de maladie cardiovasculaire. Voilà. Est-ce que c'est totalement sans risque? Je veux dire non. Et si vous voulez l'accompagner, bah, vous dites juste que l'ail liquide, c'est 1 milligramme par millilitre de cigarette fumée. C'est le dosage qu'il faut conseiller. Et il faut limiter la puissance à 14 watts pour limiter du coup les produits irritants dégagés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est un petit peu plus long que ce que vous m'aviez donné comme temps, mais voilà, compliqué pour moi de faire beaucoup plus court. Merci beaucoup, Nicolas. Il y a Jean-Charles qui avait une question. Ouais, c'est pas une question, c'était plutôt une remarque. Bah déjà, je remercie docteur Baudet là, pour son intervention. Et puis, bah, moi, c'est un discours que je passe vraiment au kiné. Faut pas hésiter à prescrire, voilà. Et je voulais du coup rassurer les kinés aussi qui ne se sentent pas vraiment à l'aise avec la prescription, en disant que quand bien même vous prescririez pas exactement le bon dosage, etc., de toute façon, les pharmaciens, bah, ils sont là pour accompagner le dosage, enfin accompagner le patient dans le choix du dosage. Donc, vraiment, ne vous limitez pas, si vous pensez que c'est bien pour votre patient, prescrivez. Au pire, si la prescription elle est pas, adéquate exactement, de toute façon, comme on l'a vu, c'est dur d'évaluer en première intention puisque, ça peut varier de 1 à 10, pour un nombre de cigarettes équivalent. Donc prescrivez et de toute façon, dites-vous qu'il y a un autre professionnel de santé qui est plus spécialiste que nous, qui sera là pour, on va dire, réguler la prescription. Donc, prescrivez, ne vous limitez pas, quoi. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a lancé un petit sondage, savoir qui parmi vous a déjà prescrit des substituts nicotiniques. Pour l'instant, on en a un qui a répondu oui et 5 qui ont répondu non. Et du coup, moi j'ai une petite question pour Nicolas. Vous mentionniez qu'il y avait un peu un mésusage des formes orales, c'est-à-dire... Un mésusage? Non, Bah, non. mésusage, c'était qu'ils ne savaient pas trop, enfin que c'était moins bien que les formes patch, ou j'ai mal compris? Ah ouais, non, je fais un peu vite. Non, non, les formats patch, c'est la base, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment le dosage de base à donner, quoi, qui correspond du coup là au nombre de cigarettes fumées par rapport au nombre de milligrammes de nicotine cigarette, ça c'est le patch. Et les formes orales, c'est à volonté, le plus possible. Non, j'ai dit juste qu'il y a une mauvaise biodisponibilité, pardon, des formes orales. Donc en fait, la nicotine est souvent mal absorbée parce que les gens utilisent souvent mal les formes orales, notamment les gommes de nicotine qui sont utilisées comme des chewing-gums et pas comme des chewing-gums à mâcher qu'on doit normalement juste croquer entre les molaires, laisser diffuser dans la joue pour avoir une absorption du coup, qui soit directement
par les capillaires de la joue, quoi, de la bouche, et pas du coup avoir et pas avaler sa salive parce que ça provoque sinon des erreurs d'estomac et ça limite considérablement l'absorption. Donc c'est plutôt ça, quoi. Non, non, c'est au contraire, il faut en prescrire plein de nicotine. Il faut tout à fait ce qui a été dit, il faut en prescrire beaucoup dès le début. Laisser les gens auto-titrer leur nicotine. De toute façon, une fumeur, ça fait 20 ou 30 ans qu'il dose sa nicotine au quotidien. Il sait parfaitement faire ça, quoi. Et donc, en fait, le conseil qu'on peut donner avec les formes orales, c'est simplement de le croquer quelques secondes et ça sert à rien de le garder 10 minutes en bouche, quoi. Moi, je vous dirais les formes orales, conseiller les comprimés à sucer, sublinguaux, les petits comprimés comme ça, c'est beaucoup plus simple d'utilisation que les gommes, même si celles qui sont les plus prescrites par, je veux dire, c'était un peu historique, c'était un peu les premiers dispositifs qui étaient présents sur le marché. Mais maintenant, les formes à sucer ou sublinguales, elles sont quand même bien plus faciles à utiliser, quoi. Les gommes, ça reste quelque chose de plus compliqué à utiliser. Sans compter tous les femmes dentaires, dont déjà en plus, qu'ont les fumeurs, qui depuis longtemps, enfin, ils ont de la gingivite, problèmes de dents, etc., enfin, perte de dents. Enfin, laissons les gommes de côté le plus possible et davantage les formes orales type comprimés à sucer ou sublinguaux. Alors, je continue sur ma lancée par rapport à ce que disait Jean-Charles sur le fait que le pharmacien peut ajuster la prescription, c'est-à-dire que si on note un dosage, le pharmacien peut corriger directement sur l'ordonnance. Comment ça se Alors, il passe? ne pourra pas corriger directement sur ordonnance, parce que malheureusement, le pharmacien, juste une question dans le chat, ça n'a pas aujourd'hui le droit de prescription, en tout cas des substituts nicotiniques. Par contre, si vous avez prescrit beaucoup, voilà, suffisamment de substituts nicotiniques, il pourra du coup accompagner la bonne utilisation des substituts nicotiniques, voilà, en rééquilibrant, les dosages de nicotine, notamment pour les formes orales. Mais vous pouvez prescrire aussi, si vous voulez, vous pouvez prescrire patch 21 mg, patch 14 mg, vous pouvez prescrire les différents types de patchs, hein, et puis dire directement, du coup, à réajuster avec le pharmacien au niveau du dosage. Et puis le pharmacien, du coup, vous voyez, fait le travail derrière, en tout cas d'accompagnement, mais il ne fera pas le travail de prescription. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut surprescrire et le pharmacien donnera éventuellement moins aux C'est patients. presque dire, il faut surprescrire. Ouais, j'ai envie de dire il faut le faire. Vraiment, enfin, voilà, le constat là mon constat clinique depuis maintenant voilà, pas mal de temps et d'années et le constat aujourd'hui depuis 2016 avec l'élargissement de la prescription, c'est qu'il faut vraiment sans beaucoup de nicotine et comme ça vraiment les gens arrivent à ajuster leur dose et très rapidement en quelques semaines du coup ouais, en un mois, 4 à 6 semaines, ils sont correctement équilibrés quoi. Une question de Paloma qui redemandait est-ce que vraiment il n'y a pas de risque de surdosage? Bah, alors, il y a deux réponses à ça dans la littérature scientifique. Alors, il n'y a eu aucun accident, en tout cas, déjà de surdosage de nicotine, aucun, mais vraiment aucun. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'en fait, le surdosage de nicotine, si jamais il arrive, en fait, si vous gardez un patch, par exemple, vous êtes trop dosé en patch, vous aurez la bouche pâteuse ou nauséeuse, ou nauséeux, et puis éventuellement des maux de tête. Encore une fois, c'est quelque chose que tous les fumeurs connaissent. La simple, hein, il suffit juste de voilà, limiter les formes orales ou retirer son patch et ça arrive, voilà, les symptômes disparaissent immédiatement. Le deuxième signe de surdosage, c'est un signe qui est extrêmement courant en fait chez les fumeurs qui gardent des patchs la nuit, et peut-être que vous en connaissez autour de vous, et d'avoir des rêves anormaux, des rêves colorés, des rêves en fait très vivants, très vivaces, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est lié aux effets hallucinogènes de la nicotine, hein. La nicotine, c'est pas qu'un produit psychostimulant, c'est un produit hallucinogène, et sur un cerveau qui est endormi, pour lequel donc les barrières se sont un petit peu plus baissées, la nicotine du coup peut favoriser la survenue de rêves particuliers qui sont soit extrêmement bien vécus par les personnes, ils adorent, enfin, il y a des gens qui adorent ça, donc c'est super, ils se remettent à avoir une activité onirique géniale, soit des gens qui n'aiment pas trop ça, bah, dans ce cas-là, la seule chose, c'est d'enlever le patch le soir et de le remettre que le matin, et donc ça évite d'avoir ce type de rêve. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre sur le chat ou à prendre la parole. Moi, j'en profite pour vous partager un petit conseil. J'ai eu des retours de patients qui disaient que les patchs leur grattaient. Alors, pas hésiter à changer d'endroit, voire même, par exemple, sous le pied. Une patiente ça la grattait partout ailleurs sur le corps, mais sous le pied, ça passait très bien, puisque la peau est un peu plus épaisse sous le pied, ça ne la grattait pas. Petite astuce. Là-dessus, si vous me permettez, du coup, hein, d'avoir un petit complément, alors je peux aussi vous rajouter, n'hésitez pas à conseiller ou demander au pharmacien de conseiller un dermocorticoïde local à appliquer quelques secondes, enfin quelques minutes avant du coup la pose du patch. Ça marche très très bien parce qu'en fait c'est que de l'allergie de contact, hein, donc en fait il n'y a aucun souci et ça disparaît très rapidement. Donc juste dermocorticoïde de contact et sous le pied. Alors avec votre rapport, moi c'est mon favorable sous le pied parce que comme vous l'avez rappelé, la peau est plus épaisse, donc il y a une très mauvaise biodisponibilité sous le pied. La nicotine passe très mal favoriser davantage omoplate, voilà, haut de la poitrine, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Le
le bas du dos, etc. Enfin voilà, des différents types de zones. L'idée, c'est d'avoir une rotation en fait des sites quotidiennement, quoi. Paloma, toujours sur le chat, a une petite question, se demande qui, en plus des médecins et des kinés, peuvent prescrire les substituts. Allez, depuis 2016, du coup, les prescriptions de substituts nicotiniques, donc pour l'accès au remboursement des assurés sociaux, a été élargie donc, aux infirmiers, aux sages-femmes pour l'entourage au sens très large, donc c'est aussi les amis de la femme parturiente, quoi, tout le monde, du coup. Donc, voilà, qui est aux infirmiers, aux sages-femmes, aux kinés, aux médecins du travail et aux chirurgiens dentistes. En plus des médecins, bien sûr. Merci Nicolas. Est-ce que tous les pharmaciens sont au courant de cet élargissement des prescripteurs? Et est-ce que tous les Alors, logiciels de pharmacie sont actualisés sur ce point-là? oui, je vous remercie. Alors, on a plus trop maintenant de retours négatifs là-dessus. Je pense que c'est vraiment bien passé depuis quelques années. Le principal, enfin, enfin, en tout cas, pour l'instant, le levier encore qu'il faut qu'on arrive à bouger correctement, c'est plutôt renforcer la prescription parmi les professionnels de santé libéraux, comme vous, où là, par contre, il y a encore une sous-prescription. La population qui prescrit plus, c'est les infirmiers, mais ça reste encore relativement limité néanmoins. Après, c'est du coup, voilà, après, c'est les dentistes et après, c'est les kinés. Donc, les kinés sont encore plus loin que les dentistes sur la prescription de substituts nicotiniques. C'est vraiment ça pour l'instant, pour nous, les enjeux très importants. Parce que ouais, depuis 2016, on est en 2025, ça fait, voilà, que ça va faire 10 ans bientôt que ça existe. Et c'est vrai que c'est un droit à la prescription qui n'a pas été suffisamment investi pour pas mal de raisons, notamment parce qu'il y a pas eu aussi beaucoup de soutien là-dessus des pouvoirs publics, tout ça. Il n'y a pas eu beaucoup voilà, de communication qui a été faite, pas suffisamment de formation, enfin, voilà, beaucoup de choses. Euh, mais voilà, c'est estivé et les pharmaciens voilà, sont au courant, délivreront, etc. On est dans un mouvement, un bon mouvement, la lutte contre le tabagisme avec un tabac qui diminue. On n'a jamais aussi peu fumé à 17 ans qu'aujourd'hui. Voilà, s'il faut finir sur une bonne note, c'est celle-ci la bonne note. C'est que voilà, le tabagisme est il me paraît, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que c'est quand même la drogue la plus mortelle qui existe, le tabac fumé. Merci Nicolas. On va passer à Flore, tu peux nous donner juste le résultat du sondage au final pour qui avait déjà prescrit des substituts? Je l'avais dit à l'oral, mais est-ce que vous voyez à l'écran là? Ouais. Je viens Ok. de partager. Ok, Donc, non, je pensais qu'il avait évolué depuis, mais d'accord, non, il n'y a il pas est de fini. Ouais. participation. Donc, ça confirme bien ce qui vient d'être dit, quoi. Les Ouais, kinés prescrivent peu. Voilà. ouais. Mais vous voyez, parce qu'il de mettre un questionnaire, bon après, enfin, voilà, pas d'ingérence. En tout cas, l'idée, c'est de se dire, sortir de sa consultation, l'évaluation, c'est autant de temps gagné. Et je sais que quand on est libéral, c'est pas évident de dire aussi qu'on va recaler un temps d'intervention spécifique sur le tabac. Donc ça, c'est autant de temps gagné. Et en même temps, c'est déjà une action bénéfique en soi parce que ça, de toute façon, même si c'est pas avec vous, les personnes qui remplissent ce questionnaire s'engagent vraiment pour les 2 tiers dans une démarche d'arrêt ou de réduction de leur consommation. Donc en fait, ça amène le changement naturellement même si c'est après d'un autre professionnel que les gens iront du coup se faire prescrire des substituts nicotiniques. Merci beaucoup Jean-Charles et Nicolas pour vos présentations. On va s'arrêter là parce qu'il est l'heure. Si les participants qui sont encore là ont encore des questions plus tard, n'hésitez pas à nous les transmettre et on les transmettra aux intervenants. On vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous engage, on vous soutient pour la prescription et on vous dit à bientôt. Notre prochain webinaire sera sur les prises en charge à domicile. Si vous avez des projets ou des idées de projets sur cette thématique, n'hésitez pas à nous contacter et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup.